Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et dans quelques instants, nous rejoindra Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot, avec son invité de l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau, le docteur Emmanuel Debriel. Tanguy Flores et l'actu de Tchap, avec notamment le portrait de cette femme, Ambre, une jeune perruquière qui travaille pour le cinéma et la télé. Avec nous, Francis Hirn, directeur général des dernières nouvelles d'Alsace, sera présent sur ce plateau. Je pense, donc je lis, superbe signature de Ben, l'artiste. Et on retrouvera Morgan Spengler, alias Champagne Mademoiselle. On parlera de son actualité et notamment le Christmas Show à l'Espace K. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce soir, comment s'organise la prise en charge des victimes de l'attentat de Strasbourg sur le long terme? Le comité local d'aide aux victimes s'est réuni aujourd'hui. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, il est parfois difficile de concilier leur engagement avec des impératifs professionnels. Des conventions existent désormais pour mener les deux de front. Et puis nous participerons à des visites touristiques de Strasbourg adaptées pour des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. L'urgence passée, comment organiser la suite de la prise en charge des victimes de l'attentat du 11 décembre à Strasbourg? Le comité local d'aide aux victimes du Bas-Rhin s'est réuni ce matin, présidé par le préfet et le procureur de la République de Strasbourg. Ce comité a pour fonction la coordination et la mise en œuvre des dispositifs locaux d'aide aux victimes. Un lieu d'accueil sera ouvert rue du Jeu des Enfants et accueillera le public sur rendez-vous. De la phase de crise, on passe dans le temps d'accompagnement des victimes. Et ce qui a été expliqué avec tous les partenaires qui étaient présents, c'est-à-dire aussi bien les services de l'État, mais les associations d'aide aux victimes, les associations de victimes, c'est qu'aujourd'hui, on va ouvrir un autre lieu qui permettra d'accompagner ces victimes pendant de longs mois, voire plus si nécessaire. Il y avait un centre d'accueil des familles vers lequel ont convergé plus de 700 personnes. Et aujourd'hui, on dit ce centre d'accueil des familles va passer le relais à un local qui sera beaucoup plus longtemps ouvert et qui permettra une prise en charge des victimes pluridisciplinaire, avec des psychologues, avec des juristes, avec des intervenants sociaux, les questions de logement, les questions fiscales, les questions de santé pourront être évoquées dans cette structure. Il est extrêmement important de pouvoir écouter toute personne et l'accueillir et discuter et échanger justement sur ce ressenti de victime. Et c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. L'espace d'information et d'accueil sur les attentats de novembre 2015 n'est toujours pas fermé à Paris. Et puis d'ici quelques instants se tiendra une nouvelle cérémonie d'hommage aux victimes. Ça se passera à Place Kléber à l'initiative d'exposants du marché de Noël. Comment assurer la qualité et la rapidité des secours? Le service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin a mis en place il y a quelques années déjà un partenariat avec les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires. L'objectif, libérer le salarié sur son temps de travail pour lui permettre de partir en intervention de secours ou de suivre des formations. Reportage à l'EHPAD de Danemarie où une convention de ce type a été mise en place. Marine Zis. Alors on va aller, c'est une activité, hein? Oui. Rita Walter est animatrice dans cette EHPAD depuis 2012 et sapeur-pompier depuis 1996. Cela fait quelques mois qu'un nouvel objet fait partie de sa tenue de travail. J'ai mon bip, donc ça peut sonner à tout moment. C'est moi qui me mets d'astreinte les horaires de travail. Par contre, je me mets vraiment en ultime, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de garde. Et moi, je me mets en ultime, ça veut dire que s'il n'y a personne, ils vont venir piocher dans l'ultime. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, j'ai une collègue qui est juste en face. Mais si vraiment je suis tout seul avec eux, il faut que je trouve quand même quelqu'un qui vienne prendre le relais. Je ne peux pas laisser les résidents comme ça. Si Rita est appelée pour une intervention, peu importe la durée, elle n'a pas besoin de rattraper ses heures. Comme elle, 400 sapeurs-pompiers volontaires orinois disposent d'une convention qui permet d'intervenir en cas de besoin durant leur journée de travail.
En ce moment, le monde des volontaires s'amenuise aussi et de ce fait, cela nous permet de renforcer nos équipes d'intervention et de ne pas louper d'intervention justement. S'il n'y avait pas ces conventions, ils ne pourraient pas sortir. Donc automatiquement, on aurait moins de sapeurs-pompiers sur les plannings et certainement on arriverait à honorer moins bien nos interventions, sachant que d'après le maillage qu'il y a, si ici, par exemple, à Danemarie, on ne peut pas sortir, il y a un VSAV qui viendra soit de Montrevieux ou soit d'Alkirch, mais ce n'est pas le but premier. Je vous les avance? Oui. Et aujourd'hui, alors que Rita anime une séance de jeux de société, Donc je vais vous laisser. Je suis déclenchée pour partir avec les pompiers. D'accord? Vous entendez? Donc je vous laisse. Si vous pouvez continuer. Et si vous avez assez, je dirai à ma collègue de vous enlever si vous voulez plus jouer. D'accord? Par contre, il faut que je vous laisse. Hein? À tout à l'heure. Là, entre le déclenchement et le départ du véhicule, j'ai 8 minutes. En sachant qu'il faut que je prenne mon véhicule, que j'aille me changer. aujourd'hui, c'est une journée presque comme une autre. Depuis la signature de sa convention, Rita a déjà été appelée quelques fois pour une intervention. De la cathédrale en passant par la place du marché aux poissons ou encore la place Gutenberg, un nouveau circuit touristique voit le jour à Strasbourg. Il est spécialement adapté aux personnes en situation de handicap. La découverte se fait grâce à une application téléchargeable sur smartphone. Fanny Kuntz l'a testée cet après-midi. Strasbourg va-t-elle bientôt devenir la capitale du tourisme spécial handicap ? À partir de demain, les personnes déficientes visuelles et locomoteurs pourront parcourir 2,5 km à la découverte des principaux monuments de la Grande Île grâce à une application. Gratuite, l'application mobile se compose d'un audio-guidage et d'audio-description. Déjà existante mais uniquement pour les malvoyants, elle a été perfectionnée pour être accessible à tous. Le parcours touristique Mont-Stras Tour prend en compte l'urbanisme et les obstacles. Il a été élaboré par l'association Ivoire et soutenu par la ville de Strasbourg. Ce parcours a été pensé de manière qu'il soit en premier lieu destiné aux personnes malvoyantes, mais aussi accessible à des personnes en difficulté de déambulation parce qu'elles sont en fauteuil roulant, parce qu'elles ont un tripode ou un déambulateur particulier. Et aujourd'hui, nous le testons devant vous et cela est rendu possible grâce au parcours qui a été organisé en fonction de ces particularités motrices des personnes handicapées en fauteuil notamment. Gérard Muller, président de l'association Ivoire, est en situation de handicap. L'application, il la connaît bien et l'utilise régulièrement en randonnée. Il était nécessaire pour lui de développer les circuits adaptés à tous les handicaps dans le centre-ville de Strasbourg. Il n'est pas question de passer à côté des plus beaux monuments de la ville parce qu'on est handicapé. On découvre et de façon autonome donc les différents lieux historique de Strasbourg. Donc évidemment, comme on démarre depuis l'Office de tourisme, on découvre tout d'abord la cathédrale de Strasbourg. Donc il y a une petite description de la cathédrale et une histoire de la cathédrale. Ensuite, on passe devant le château des Rohan, par la place du marché aux poissons. On passe devant l'ancienne douane, devant la place Gutenberg. Et chaque fois, au niveau de chaque monument, il y a une petite description et une histoire de ce monument. Et donc ce sont les aveugles eux-mêmes qui ont réalisé cette audiodescription. Et comme ce sont eux les utilisateurs, c'est aussi eux qui savent le mieux ce qui leur convient. Aujourd'hui, ils étaient une dizaine à tester l'application et le circuit pour la première fois. Aveugles, malvoyants, en fauteuil roulant ou en rollator, et valides, tous se sont laissés guider. À les entendre, il était temps de rendre visible l'invisible. Je la trouve facile d'utilisation, donc je pense que c'est une prise en main très aisée. Et puis surtout, c'est vraiment agréable d'avoir les audiodescriptions parce que c'est vrai que souvent quand on se promène en ville, on peut être un peu frustré de ne pas se rendre compte de l'architecture des monuments dans lesquels on passe, de rien connaître à l'histoire parce qu'une personne qui
qui voit normalement aura des petits livrets dans lesquels il pourra découvrir tout ça. Et nous, on a un peu cette difficulté, et donc c'est assez frustrant. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes, elles peuvent découvrir le patrimoine touristique, parce que c'est vrai qu'en général, le tourisme, c'est très visuel. Donc là, du coup, ça permet de voir par le biais d'un autre sens. Ça permet aussi d'inclure les personnes à mobilité réduite dans le tourisme. Dans l'absolu, ça peut être super parce que je crois qu'ils ont mis de l'audio-description pour un peu décrire ce qui nous entoure. Donc les bâtiments qu'on fait. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout, pour se rendre compte de l'endroit où on est dans Strasbourg et de ce qu'il y a autour de nous, etc. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué avec le monde qu'il y a et tous les stands du marché, etc. Mais ça va rajouter de la difficulté. Le parcours sera accessible dès demain au départ de la cathédrale de Strasbourg devant l'Office du tourisme. L'application est téléchargeable sur le site de l'association Ivoire. Et on finit ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Une nouvelle affiche, mais aussi une nouvelle identité graphique pour les internationaux de tennis féminin de Strasbourg. Woman is, ou plutôt IS, the winner, c'est l'accroche qui sous-entend le message de fond sur la place de la femme, non seulement dans le sport, mais dans toute la société. L'ocre de la terre battue reste la couleur dominante, mais pour la première fois, c'est une joueuse identifiée qui incarne les IS en 2019. Monica Puig est une habituée des cours alsaciens, où elle a gagné en 2014. C'est aussi la championne olympique en titre. Merci Anna pour ce JT. On accueille le plateau alsacien. Tanguy Flores, venez nous rejoindre. Sabrina Keller, son invité Emmanuel Debriel qui va nous rejoindre. Venez. N'ayez pas peur. Francis Hirn, directeur général des Dernières Nouvelles d'Alsace. Et Champagne Mademoiselle. On parlera de burlesque dans quelques instants. Prenez place. Nous, on va s'intéresser à la météo avec Sada. Et on parle après des Dernières Nouvelles d'Alsace. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Alsace 20. Cette journée de mercredi sera placée sous le signe des nuages, et ce, dès votre réveil, absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée, il va faire 1 degré à Saverne et à Colmar, 2 degrés de Wissembourg jusqu'à Strasbourg ou encore Mulhouse. On passe la frontière suisse, 1 degré à Bâle, 5 degrés ce sera la maximale cette fois-ci à Fribourg, 2 degrés à Kiel et 1 degré à Mannheim. L'après-midi, le temps reste le même, les nuages seront toujours parmi nous, et les valeurs dans l'après-midi, il fera 7 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, 4 petits degrés à Pratteln, 8 degrés ce sera la maximale du côté de Fribourg, et 7 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Que vous attend-il en cette journée de jeudi ? De la pluie encore chez nos voisins allemands, un petit peu, surtout si vous êtes dans le nord. Partout ailleurs, des passages nuageux et des éclaircies. Et côté valeur, il fera 9 degrés, notamment en Alsace. En ce mercredi, nous célébrons les urbains. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 8h17 pour nous dire au revoir à 16h34. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Voilà, et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Francis Hirn est notre invité, comment allez-vous ? Bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes le directeur général des Dernières Nouvelles d'Alsace. Et une page va se tourner quelque part, puisque vous quittez la direction générale dans quelques jours. Ça sera lors de la retraite. Tout à fait. Voilà, état d'esprit aujourd'hui encore à 12 jours de cette échéance. C'est complexe. C'est à la fois un moment de joie, théoriquement. Il paraît que c'est un bonheur que d'aller à la retraite, mais il y a aussi une forme de tristesse, de quitter quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, qu'on a vécu corps et âme pendant presque 30 ans,
qui faisait partie de soi-même et qu'on quitte. Donc c'est un peu difficile en fait. Vous faites partie de cette génération où le premier réflexe des parents, c'était de prendre les DNA dans la boîte aux lettres Oui, et avec le café. J'ai vécu ça avec mes grands-parents. Je ne savais pas encore lire, mais j'ai vu qu'ils lisaient un journal. J'ai vu ça avec mes parents et moi-même, j'ai appris à lire à travers les DNA. Et à vos enfants aussi. Non, ça c'est un peu différent. Ils sont déjà d'une autre génération. Ils aiment le lire, mais c'est pas leur premier réflexe le matin. Moi, c'est la boîte aux lettres. Tout le temps. Même par 30 cm de neige. Et en vacances, et en pantoufles. Et en vacances, on vous l'envoie. Aujourd'hui, il y a mieux. Voilà. Oui, on en parlera. Votre vocation, c'était toujours la presse, le journalisme. Vous vouliez être journaliste au départ ? J'ai toujours tourné autour de la presse et du journalisme. Est-ce que je voulais vraiment être journaliste ? Je ne pense pas tout à fait. Mais j'ai toujours fait du journalisme, j'ai toujours fait des journaux. J'en ai fait au lycée, j'en ai fait à l'université. J'ai travaillé comme correspondant pour les DNA, mais aussi pour le Nouvel Alsacien, pour une revue nationale spécialisée dans le domaine de la distribution. Et à l'époque, c'était pour payer mes études, donc c'était un besoin. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une fascination pour la presse. Je faisais petit imprimeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune pour ça. On recevait pour Noël un petit cadeau. Il permettait de composer des mots qu'on imprimait, etc. C'était une passion. Le fameux marbre. Je visitais des imprimeries. Oui. Les unes après les autres, parce que vous arrivez en 91 au DNA, pas du tout en tant que journaliste, mais vraiment au service commercial. Non, je suis arrivé comme responsable de l'activité commerciale, comme directeur commercial, plus tard directeur marketing, directeur général adjoint, etc. Et directeur général en fin de compte. C'est vrai, c'est pas courant dans le domaine de la presse qu'un journal soit piloté par un non-journaliste, mais ça arrive de plus en plus. Vous avez alors j'imagine après toute cette carrière, des grands souvenirs, des bons souvenirs de grands événements ou des petites rencontres qui vous ont marqué dans les DNA? Énormément de rencontres, oui, c'est l'occasion de rencontrer des grandes personnalités auxquelles peut-être on n'a pas facilement accès par ailleurs, donc ils viennent assez facilement au journal, même s'ils vont plus facilement à la télévision. Il y en a une qui vous a marqué en particulier? Oui, il y a quelques personnes qui m'ont marqué, Robert Badinter par exemple, Arun Taziev, voilà, enfin, donc qui me viennent à l'esprit, mais il y en a tellement, j'ai du mal à en oublier. Et puis le Dalai Lama, par exemple, c'est une rencontre qui m'a beaucoup, même si je l'ai fait dans un cadre un peu différent d'une association, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'est le luxe de ce métier, justement, de la presse, ces rencontres. C'est ce qui va me manquer, oui. C'est sûr que j'ai une facilité d'accès aux autres quand on est à la tête d'un journal, ou même simplement quand on travaille dans un journal ou dans un média comme vous, que je vais perdre. Ça, c'est quelque chose qui va me manquer. À l'inverse de ce que proposait Tanguy sur les bons moments, est-ce qu'il y a des moments de galère, des choses où vous dites « oula ». Écoutez, les moments galères, il y en a eu un il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques jours, puisque pour la première fois dans l'histoire des DNA, 141 ans quand même, pour la première fois, le journal n'a pas pu paraître pour des raisons le lendemain des attentats. Autres que sociales. Il nous est déjà arrivé d'avoir des non-parutions en raison de mouvements sociaux. C'était pour des raisons de sécurité, parce que le centre-ville était bouclé. En fait, le personnel d'imprimerie vient travailler à 21h30, 22h, au moment où la ville était bouclée. Ils étaient juste de l'autre côté du pont du tribunal. Ils étaient à 100 mètres de l'imprimerie, mais pas moyen de les faire passer. On a tout essayé, on a essayé de négocier avec Dominique Young, le rédacteur en chef, mais ça n'a pas pu se faire. Donc à partir de ce moment-là, et puis de toute façon, les camions qui ensuite sont, ou les camionnettes qui cherchent le journal pour l'apporter aux porteurs, pour la distribution, ne pouvaient pas non plus entrer ni sortir. Donc on a pris la décision horrible aux environs de minuit, de ne pas faire paraître le journal. De savoir qu'il n'y aurait pas le canard le lendemain, quoi. C'est ce que j'irai dans ma boîte aux lettres. C'est dur à vivre. Je pense que c'était dur. Ouais. Un mot sur le numérique, puisque je disais, voilà, fan, accro, picousé des DNA, vous l'êtes forcément en tant que directeur général. Quand vous partez en vacances, avant vous le faisiez envoyer, maintenant place au numérique. Maintenant, c'est le virage numérique qui a changé les choses? Absolument, oui. Le virage numérique représente une véritable révolution pour la presse. En l'espace de... Alors, il y a eu plusieurs phases. En l'espace de 20 ans,
ces métiers ont été transformés beaucoup plus que pendant peut-être 2-3 siècles auparavant. Vous avez lancé, je crois, le premier site internet. Alors on a été le premier journal accessible par Internet, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense être aujourd'hui un produit à diffuser sur Internet. C'était simplement la transposition sur le numérique du papier. Mais c'est vrai qu'on l'a fait dès 1997. On était avec Libération parmi les 2 premiers journaux français. Voilà. Mais bon, la bataille du numérique n'est pas gagnée encore. On est en train de se donner les moyens de la gagner dans le cadre du groupe de presse dont nous faisons partie. Un programme très ambitieux dont les lecteurs ont déjà commencé à voir les premiers effets, mais qui vont être beaucoup plus significatifs en début d'année. Et l'idée, c'est véritablement de gagner cette bataille numérique qui, quelque part, est l'avenir de la presse, même si pour l'instant, le papier fournit encore l'essentiel des ressources. Voilà, le numérique, c'est évidemment la vidéo. Et vous avez été, voilà, le grand public ne le sait peut-être pas ou l'a oublié, le patron d'Alsace 20. Vous avez été le président de cette chaîne de télévision. Je suis même coupable de sa création, assez fortement. Et de m'avoir embauché à une époque. Et je l'ai porté dans ma chair et j'ai embauché les meilleurs de l'équipe. Pardon, Tanguy. Voilà, parce que ça a été aussi ton patron, mon cher. C'est vrai. Voilà, c'était la petite digression. Vous êtes aussi président aujourd'hui de bon nombre d'associations, de fondations, Fondation Alsace. Non, Fondation Alsace, c'est fini. Ça, c'est fini ? J'ai passé, oui. Vous avez passé la main, la Chouc ? J'aime pas trop longtemps, oui, la Chouc, le Festival de musique de Colmar, Summerlead, les amis de Marcel Rudloff, le comité de gymnase Strasbourg-Boston, etc. En fait, vous allez pas vous ennuyer. T'en veux encore à partir du 2 janvier. Voilà, vous allez avoir des activités multiples et variées. Oui, mais ça va être différent, c'est pas tout à fait pareil. Mais je vais continuer et probablement rajouter d'autres. Oui. Et sous votre ère, il y a eu ce slogan de Ben, l'artiste, qu'on va découvrir, qui est une excellente baseline. Je pense, donc je lis, bien évidemment, la presse. Comment ça s'était fait, cette histoire avec Ben ? C'est une idée qu'a eu l'agence de publicité avec laquelle on travaillait à l'époque. Donc j'ai rencontré Ben et j'ai été... on le sera à moi, immédiatement séduit par le personnage. Et c'est vrai que ce slogan avait une force tellement importante que c'était prévu pour une campagne sur une année donnée. Or, on est 10 ans après et le slogan est resté. Ça se garde. Chaque fois qu'on a envie de le jeter, il ressurgit. Voilà, formidable. Vous restez avec nous. Francis Cyr. Je voulais dire merci. Bah ouais. Juste disons, pas parce qu'il m'a engagé il y a longtemps pour Alsace 20, mais si je suis journaliste aujourd'hui, c'est aussi un peu de votre faute. Alors, c'est pas gage de qualité. C'est quoi la révélation là ? C'est aussi les DA qui m'ont donné envie d'être journaliste à l'époque. On prend les articles chez les parents, chez les grands-parents, on se dit c'est ça que je veux faire, et puis il se passe plein de choses, etc. Et j'ai aussi lancé un journal au lycée, c'était il y a très longtemps, et on se basait sur le travail de la presse locale pour faire ce genre de choses. Donc c'est un peu grâce à vous si on me subit ici tous les mardis soirs. Bah oui, ben voilà, on n'a pas l'occasion de se voir, donc merci Francis. J'ai dit tout à l'heure aux membres du comité d'entreprise que je quittais pour la dernière fois, j'ai dit vous avez la chance de travailler dans l'une des plus belles entreprises, et j'en suis vraiment convaincu. Ouais. Voilà, restez avec nous, Francis, on est ravis de vous avoir cette semaine juste avant Noël. Vous regardez 24 heures en Alsace et tous les mardis, Sabrina Keller pour Femmes de foot. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Voilà, une personne à l'honneur ce soir. Ouais, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur l'un des établissements pour lequel l'association a eu un gros coup de cœur. Car nous sommes Femmes de foot. Ouais, l'association Femmes de foot, parce qu'on peut dire qu'on est maintenant très liés. C'est l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau. On connaît plutôt le centre de réadaptation Clémenceau, mais c'est l'IURC. C'est une structure hospitalière qui compte quand même 450 salariés. Ah oui, ah oui, on ne le sait pas forcément, dont 80% de personnel soignant. Il y a plus de 4000 patients qui sont traités chaque année pour ce qu'on appelle des soins de suite, on en parlera, et de réadaptation. Docteur Debriel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des médecins de cet institut. Il est finalement assez méconnu. Insuffisamment connu, oui, certainement. Donc vous êtes là pour le faire connaître ce soir. J'espère. Oui, parce qu'il y a plein de pathologies. On y retrouve quoi exactement ? Alors, des pathologies plutôt locomotrices, traumatiques, des personnes amputées, des pathologies de l'appareil système nerveux, donc des personnes paraplégiques, des personnes qui ont eu des AVC, des traumatismes crâniens par exemple, des séquelles de méningite. Rééducation nutritionnelle. Nutritionnelle, donc des personnes qui, soit parce qu'elles sont terriblement dénutries à cause d'une maladie, soit parce qu'elles sont terriblement en surpoids, ont des limitations d'activité, ont besoin d'une prise en charge spécifique, rééducation cardiologique en place déjà, pneumologique à venir et
pédiatrique aussi, bien sûr. Et vous exercez, vous, plus particulièrement dans le service des enfants où il y a 2 unités. Oui, il y a 2 unités, l'hospitalisation complète et l'hospitalisation de jour, plus des consultations et l'accès au plateau technique avec possibilité de réaliser des examens un peu spécifiques grâce à l'appareillage présent pour les adultes mais qu'on utilise pour les enfants. Alors il existe dans ce service, parce que je l'ai visité à plusieurs reprises, plein de maladies, donc forcément plein de métiers qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Oui. Ouais, comme les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes, alors c'est à la fois d'une certaine manière les kinésithérapeutes des bras, mais c'est aussi les personnes qui aident à faire autrement quand on ne peut pas faire un geste particulier, comment on contourne, comment on arrive à faire autrement. Métier super utile. Extrêmement utile, tout le temps, exactement. pour tout, et il faut être extrêmement inventif. Des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes, une neuropsychologue, une psychologue, une enseignante, des médecins, des auxiliaires de puériculture et des puéricultrices. C'est incroyable, hein. Quand on arrive dans votre service, on voit tous ces métiers. Les enfants sont d'ailleurs heureux de passer. Voilà. Et qui travaillent ensemble. C'est vraiment une prise en charge globale. Les enfants vont de l'un à l'autre et on échange sur les enfants, sur ce qu'ils peuvent vivre en dehors de l'Institut aussi. Et en fait, l'Institut, c'est très particulier parce que c'est le seul établissement qui prend en charge de manière continue les enfants. C'est-à-dire quand on va à l'hôpital et qu'on est malade, on y reste un temps et on ressort. Sauf que chez vous, en fait, on peut y être du service pédiatrique jusqu'à 18 ans, voire même à l'âge adulte. Hein. Voilà, vous les suivez tout le temps. Oui. Ça dépend des enfants. Parfois, c'est plus ponctuel, mais quand on a un handicap un peu lourd, effectivement, il y a besoin d'une prise en charge au long cours, en particulier les enfants, parce qu'ils grandissent. Donc leur organisme se transforme et il y a besoin de s'adapter en permanence. Alors, lors de ma visite, moi, j'ai été frappée dans ce service. J'avais l'impression de rentrer dans une école maternelle. Alors, bon, ça a été sur le coup. Après, ça a été beaucoup plus dur quand je suis descendue à l'autre étage, où il y a 8 patients, 8 enfants qui sont hospitalisés au long cours, et vous avez même une unité d'enseignement. Tout à fait, on a la chance d'avoir une unité d'enseignement avec une enseignante spécialisée de l'éducation nationale qui permet aux enfants de poursuivre leur scolarité pendant qu'ils sont en rééducation, et qui permet aussi de préparer le retour dans l'établissement d'origine avec des adaptations éventuellement, le lien avec l'enseignant, garder le contact aussi avec la classe. Un enfant qui a eu un accident de la circulation, par exemple, il a besoin de sentir que ses camarades pensent à lui. Oui, vous êtes en lien avec les établissements scolaires pour qu'ils puissent suivre une scolarité normale pour certains. Alors moi, je suis tombée amoureuse de plein de gamins là-bas. Il y a de quoi ouais, non, mais c'était, voilà, c'est ça, faut pas me sortir. Il y en a plein, des super. Et puis il y a Ethan. Alors, on vous a réservé un petit extrait d'un témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on va l'écouter. Au Clémenceau, au 2e étage, on s'aime vraiment bien. On est une famille. On est inséparables. Quand quelqu'un manque, on pleure. Voilà, ça vous touche tout le temps, ça, docteur? C'est tout le temps. Ouais, j'ai vu. Mais le 2e étage, c'est une petite famille, ils sont 8. Ils prennent les repas ensemble, ils se tiennent les coudes les uns les autres. Quand il y en a un qui va moins bien, les autres le portent. Enfin, quand un enfant arrive, les autres l'accueillent, lui montrent le service. C'est extrêmement important. Il parle d'une famille quand même. Oui, oui, il parle d'une famille. Mais bon, Ethan, il était longtemps au service, il a fêté ses 5 ans au service. Il a vu des enfants arriver après lui, partir avant lui. Donc ça, c'est parfois, c'est la réalité pour certains enfants. Il y en a qui arrivent après et qui partent avant en marchant et d'autres ne marchent pas encore ou pas. Mais ils se tiennent vraiment les coudes, ils se soutiennent et c'est très très important. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, pour l'association Femmes de Foot Lionel, de créer cet espace détente. Oui. Nous avons travaillé ensemble sur ce financement, on va fêter ça au mois de janvier. Alors vous pouvez peut-être expliquer en 2 mots. Et bien avant, nous avions une salle à manger et d'activité qui était toute petite, qui ne permettait pas que l'ensemble des enfants en fauteuil puissent arriver seuls. Enfin, c'était vraiment Tetris pour arriver à caser tout le monde. Et là, grâce à Femmes de Foot, on a pu réaliser une nouvelle salle qui est beaucoup plus grande, qui permet à la fois d'organiser des activités pendant les vacances ou les temps un peu morts, et qui est une vraie salle à manger où les enfants peuvent s'installer comme ils veulent aussi. Donc qui est beaucoup plus lumineuse, spacieuse, et qui a permis que l'ancienne salle devienne une vraie salle de détente où ils peuvent s'installer correctement pour certaines autres activités plus calmes ou regarder des films, mais ils l'utilisent déjà. Ah, et super. on a hâte Je suis contente. venir vous montrer le résultat. Je suis contente. Mais on a vu quelques photos. Ouais, et puis il y a d'autres partenaires. Il y a SPI qui nous a aidés à faire ça. On va continuer à travailler ensemble. Moi, j'avais vraiment très envie de vous mettre à l'honneur ce soir parce que vous faites un travail magnifique. Vous restez bien sûr, Emmanuel Debriel, avec nous, et félicitations pour le travail que vous faites.
y compris chez les adultes, hein, à Clémenceau, où vous réparez vraiment les gens corps et âme. Voilà. Allez, à suivre, c'est Morgane Spengler qui est avec nous, Champagne Mademoiselle. Vous allez nous mettre un peu de burlesque maintenant, hein. On va sortir les paillettes, c'est avec mon camarade Tanguy Florest, juste après ça. Et elle apporte du bonheur, des paillettes aux gens, Morgane Spengler avec nous, on vous connaît surtout sous Champagne Mademoiselle, j'adore ce nom. Voilà, comment un jour on décide de se dire, je suis une chanteuse, je vais faire du burlesque, et je vais m'appeler Champagne Mademoiselle, c'est grand ça. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'était un peu, parce que j'en consomme un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Voilà, et on m'a dit, tiens, mais toi, c'est ça qu'il te faut. Alors, ils le font bien, ça se passe à l'Espace K, c'est actuellement le Christmas Show extrait. Voilà, c'est un show incroyable. On n'en parlera pas beaucoup finalement ce soir parce que je crois que c'est complet, quoi. Il me semble que c'est complet. Peut-être que le samedi reste des places. Voilà. Votre truc à vous, c'est le burlesque. Comment on se dit un jour, je vais me lancer là-dedans? Eh bien, en fait, c'est un mélange de plein de choses. Donc, je fais de la scène depuis plus de 20 ans maintenant. Et un jour, en fait, en allant voir un spectacle de burlesque, d'un seul coup, on se dit, ça, c'est pour moi. C'est quoi? C'est le côté féminin? Oui, c'est le côté cabaret, le rétro, le côté cabaret et la liberté qu'on a sur scène. Parce que les feuillages burlesques, on est en solo et on crée soi-même on crée son numéro comme on le souhaite et donc on est libre et j'aime la liberté. C'est moi ou il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans? Parce que j'ai l'impression que le burlesque c'est un peu saturé en ce moment. Il y a beaucoup de groupes de gens qui se lancent, c'est très tendance effectivement. Oui, c'est ça, c'est vrai, mais ça fait quand même très longtemps que c'est tendance. Mais il y en a de plus en plus effectivement. C'est que maintenant on arrive un peu partout dans les grandes émissions. On est comme sur M6 là et on est un peu plus mis en avant de plus en plus parce que je pense qu'on aime peut-être la légèreté que ça propose comme la légèreté que ça propose. Voilà. C'est très bien. Alors, tiens, vous avez cité M6, je voulais qu'on en parle en fin d'interview, mais on va le faire maintenant. Effectivement, sur M6, nos confrères, à partir de février, mais on n'est pas tout à fait sûr des dates. Janvier, février. Voilà. Il y aura un grand show avec Garou, d'accord? Et dans le jury, des Alsaciens. J'étais très étonné. Il y a Christelle Kern qui va en faire partie. Il y a Luc Arbogast, l'espèce de barde un peu fou, etc., qu'on a reçu et qu'on adore. Et vous? Oui. Comment ça s'est fait cette aventure avec Garou? Ah, bien. Bien, il est charmant. En fait, donc, cette émission rassemble 100 personnes spécialistes de la musique. Et donc, pour que l'émission fonctionne, donc, il faut bien que les jurys soient... C'est un cheptel, voilà. Donc, ils ont pris 100 personnes qui sont issues de la musique, aussi bien des sosies que des DJ, que des chanteurs, des musiciens, des vedettes, des chanteurs de choristes. Ah non, pas du tout. Ils ont fait un casting national. Même québécois. Comment Champagne Mademoiselle est arrivée là-dedans un jour? Parce que donc la femme qui s'occupait du casting a dit donc dans le burlesque, elle connaissait, ça lui disait quelque chose, quelqu'un qui chantait, et donc effectivement elle a fait le tour. On est deux, je crois. Donc voilà. Donc c'est réglé. Revenons au burlesque. La première fois, le burlesque, il y a un moment où il y a de l'effeuillage. Tout à fait. Voilà, les feuillages, j'imagine que T'as bien remarqué aussi. Mais oui, voilà. Il se passe quelque chose à la fin. Il se passe en principe quelque chose à la fin. Comment les premières fois, en fait, on arrive à passer, j'en sais rien, le cap de la pudeur, de la gêne, des gens qui vous regardent, etc. Eh bien, déjà, on termine pas tout nu. Déjà. C'est vrai. Donc ça aide. On a des images. Je ne termine pas tout nu, donc ça aide. Voilà, déjà, je ne termine pas toute nue. Et je le choisis de la manière dont j'y vais. Donc si je n'ai pas envie de montrer certaines choses, je ne le fais pas. Donc c'est vous et le public, quoi. Voilà. Comment vous sentez les choses. Voilà, exactement. Alors le temps fort, ça sera le festival en février, Strasbourg Burlesque Festival, extrait.
avec notre champagne Mademoiselle qu'on vient de découvrir. J'adore les noms. Hein. Oui. Mademoiselle Viviane, Colette, c'était quoi Colette Collerette. Colette Collerette, c'est tout mignon. Comment ça va se passer? Ça, c'est le grand événement durant Strasbourg Mon Amour. Hein. Voilà, tout à fait. On est dans la programmation du IN, superbe, pour une première édition. Donc, pendant 3 soirs, 14, 15 et 16, il y aura donc à l'Espace K, ça se passe. Le 14, ce sera consacré aux débutants. Donc là, ce sont les débutantes jusqu'à 3 ans d'expérience. Les débutantes en burlesque? Dans burlesque, voilà, okay. Tout à fait. Comme à Strasbourg, on a une école de burlesque. La moindre des choses, c'était de mettre aussi en avant les débutants. Bon, après, les débutants viennent... Sabrina, tu pourrais dire. Les débutants viennent d'un peu partout. Hein. Il y a vraiment Italie, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Et, donc, il y aura des feuillages. Voilà, avec un concours. Okay. Donc, il y aura des spécialistes du burlesque et il y aura notre grande gagnante. Et la deuxième partie sera consacrée pour les pin-up d'Alsace. Et après, le vendredi et le samedi, on va avoir donc 37 artistes qui vont venir montrer leur manière de s'évoluer. Francis, vous pourriez y aller. Whisky Monsieur. Voilà, il a déjà trouvé son nom. Après Champagne Mademoiselle, Whisky Monsieur. Et ben voilà. Et c'est pas mal tout ça. Regardez cette affiche, ne le manquez pas, du 14 au 17 février. Grand spectacle burlesque, Strasbourg Burlesque Festival. Champagne Mademoiselle, vous restez avec nous. Morgane Spengler, je vais reprendre votre petit prénom. Tanguy Flores, l'heure est à Chap. C'est l'application qu'il faut télécharger sur vos téléphones. Et je vais vous parler d'Ambre Weber. Est-ce que vous connaissez? Du tout. Eh bien, elle mérite vraiment d'être connue. C'est une jeune Alsacienne qui est maquilleuse, coiffeuse et perruquière. Et son truc à elle, c'est de travailler les coiffures et les perruques historiques. Elle travaille pour le cinéma, le théâtre. Vous connaissez la série Downton Abbey? Oui, voilà. Downton Abbey, très grande série, ça se passe dans l'Angleterre, dans un grand château, années 1910, 1920, 1930. Elle a fait les coiffures et les perruques de Downton Abbey. Alors vous imaginez une Alsacienne dans son atelier à Bar en train de faire des perruques, d'aller dans un studio d'enregistrement avec toutes les stars internationales. C'est elle qui a coiffé des stars de Downton Abbey, de l'opéra, et elle fait ça depuis plusieurs années. Elle est extrêmement douée. Je vous propose de la découvrir. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques temps dans son atelier à Bar. Tout est fait à la main, en poil de yak, on en parlera après, entre autres. En fait, on fait des nœuds autour d'un tulle avec ce crochet. On fait des nœuds avec les cheveux pour que ça tienne. Cheveux après cheveux ou quelques cheveux en fonction du besoin. On peut passer 35, 60 heures. Ça dépend de si c'est du cheveu naturel, si c'est du yak, si c'est pour du théâtre, si c'est pour du cinéma. Donc le yak, c'est plutôt pour tout ce qui est postiches faciaux. Les cheveux, ça restera plutôt dans tout ce qui est perruque, postiches pour les cheveux, rajout. Après, quand on est dans la période historique, comme 18e siècle, là on a du yak blanc pour faire ces super coiffures. Marie-Antoinette. On a différents types de cheveux. On a les types asiatiques, indiens, européens. Au niveau des Indiens, on sait que c'est les femmes qui se rasent la tête et offrent les cheveux dans les temples. Et quelque part, les temples les revendent, par exemple en Europe, où les cheveux sont ensuite traités, teints et vendus pour faire des perruques. Il faut vraiment être conscient de l'histoire de l'art, du costume, de la coiffure, parce qu'un volume à quelques centimètres près peut être une autre époque, en fait. C'est ça qui est dur. Tout ce qui est années 1940, 50, 60, des fois ça joue à peu de choses pour avoir un volume qui est d'une époque ou d'une autre. Donc en fait, il faut être vraiment vigilant quand on a envie d'être très précis. Ah, très précis, magnifique. Elle pourrait pas faire des perruques pour tout le monde ici. Les pin-up. Si, certains pour les pin-up, pour tout le monde ici. Il suffit de choisir la période. Tu veux un truc du 18e, elle te le fait en yak, en poil de yak blanc. J'imagine. Voilà. Avec la grande mèche. C'est ça. Autre actualité que vous avez dénichée pour Chap, ça se passe dans une gare. Ah ouais, alors c'est tout autre chose. C'est dans un local de la gare de Vendenheim. Vous saviez qu'il y a un studio d'enregistrement là-bas? Oui, dans la gare de Vendenheim. Dans un local de la gare de Vendenheim, dans une association, avec une association qui s'appelle Les Vieux Arts. Les Vieux Arts, ils font de l'art nouveau, ils font du rap. C'est un studio d'enregistrement de rap. C'est une association qui a décidé de promouvoir des artistes locaux et de faire des heures d'enregistrement, pas gratuites, mais pas très chères, parce qu'un studio d'enregistrement, ça coûte une blinde. Ils ont dit, non, on va faire notre petit studio à nous, on va aider des jeunes rappeurs alsaciens à enregistrer leur son
Mais c'est pro, c'est évidemment, bonne qualité. Évidemment, donc tu fais pas ça sur une petite Voilà, console, ouais. matos de pro et tout. Tout est insonorisé dans une espèce de cave voûtée à la gare, c'est assez Excellent, étonnant. ouais. Ça s'appelle Les Vieux Arts. Regardez. C'est un peu un rêve depuis tout petit. Ça fait à peu près 15 ans que je fais ça et on voulait amener la chose un peu plus loin et se professionnaliser. Dans l'association, on est 3. Donc il y a 2 beatmakers et moi. On fait tout, mais c'est quand même principalement des rappeurs qui viennent ici. Nique les codes, j'écris ce contrat dans la cave. À coups de tonfa dans l'arcade, car ces porcs voudraient viser haut. Peace and love, idéaux, on gagne le combat sans attaque. Ta peau amochée au napalm, s'arrache comme du ficello chrono. En gros, dès que j'ai un morceau, un freestyle, un truc que je vais enregistrer et pour lequel je vais avoir une bonne qualité et pas un truc maison, je viens ici. Parce que la qualité est bonne, les prix sont abordables et l'équipe est cool, l'endroit est cool, on est bien. Le but, c'est d'en faire un métier et de professionnaliser la chose au maximum. On essaye d'investir dans du matériel assez régulièrement pour pouvoir développer et faire quelque chose de pro. Le truc qui est en plus déjà, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a des fauteuils dans la cabine d'enregistrement. C'est vraiment un studio qui fait quasiment que du rap, donc on est dans une atmosphère très très hip-hop. Donc voilà, pour la créativité, c'est super. Voilà, TCHA2P, c'est Chap, toute l'actualité, proposée notamment par Tanguy Flores. Merci beaucoup Tanguy. On se revoit à l'émission de Noël. Ah bah évidemment, on se voit vendredi. On va faire un super best-of ce vendredi à 19h en direct et ça sera évidemment multidiffusé après. Allez, il nous reste 50 secondes. Je vais terminer avec Francis Hirn pour le chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur que vous êtes, pour l'ancien directeur général des DNA, enfin toujours actuel, mais dans quelques jours non. Est-ce que ça va être compliqué pour vous de se retrouver comme simple lecteur des DNA dans sa cuisine le matin? Ça risque de pas être évident. C'est quelque chose que j'appréhende, mais enfin bon, je le vivrai. Bon, vous viendrez faire quelques chroniques ici sur LS? Absolument, oui. Ah, ce serait un grand plaisir. Absolument, banco. Voilà, longue vie, belle retraite, de toute façon, qui sera évidemment très occupée avec toutes les autres fonctions que vous avez. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Des gros bisous aux petits gamins que vous travaillez, que vous entraînez. Merci Morgane à vous. Et on viendra voir ces spectacles avec Strasbourg Mon Amour. Merci Sabrina et Tanguy. Merci. Nous, on repart dans l'actualité pour le tour des cantons. Soyez très prudents, vous allez le comprendre, en voiture à cause de la neige. Ça se passe chez nous en Alsace. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. À Saverne, on se prépare pour les chutes de neige. Depuis le 15 novembre, les 16 centres techniques du département sont sur le pied de guerre pour assurer la viabilité hivernale des routes. Pour l'instant, la neige se fait quelque peu attendre dans le secteur, mais chez les agents, on est prêt. Comme c'est parti, le temps est quand même relativement bizarre. Enfin, là, sur le secteur de Saverne, on a quand même des températures positives. Après, c'est sûr, d'autres unités techniques sont mieux servies que nous. Nous, on va dire, là où le risque est vraiment important, il va se trouver sur le col de Saverne. Après, voilà, ça, tout dépend du temps, c'est toujours pareil. Ce centre technique couvre un secteur équivalent au canton de Saverne, à peu près 220 km de route départementale. Sur cette portion de territoire, quelques axes essentiels et plusieurs points chauds qui seront surveillés avec une attention toute particulière. Il y a le col de Saverne qui est, qui est relativement traître quand même. Il peut se fermer en 5 minutes, d'une minute, c'est très très rapidement. Ensuite, mais ce n'est pas un axe vital au sens économique puisque les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler dans le col de Saverne. En revanche, si vous avez la 1404, le contournement de Saverne, qui est un axe stratégique, la 1004 qui va sur Strasbourg, donc les hauteurs de Singris par exemple. Ensuite la 41, enfin tous les axes radials qui mènent vers Strasbourg. Au centre de Saverne, ce sont 2 équipes qui se relaient en astreinte une semaine sur 2 du 15 novembre au 18 mars. L'équipe d'astreinte peut être mobilisée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en fonction de l'état des routes et de l'urgence météo. Mais avant d'intervenir, il faut obtenir une connaissance très fine de la météo afin d'employer ces moyens à leur plein potentiel. C'est un suivi météo sur la semaine déjà. Évidemment, le responsable d'intervention, lui, la veille, il regarde plus finement la météo et en fonction des actions qui sont prévues ou des événements météorologiques qui sont prévus,
il déclenche un patrouillage le matin. Donc il peut être à 2h du matin, 4h du matin, selon. Donc c'est un agent qui patrouille sur un réseau bien spécifique, bien défini. Il fait des relevés de température de chaussée de l'air. Et en fonction de ça, il avertit et le PC route et son responsable d'intervention qui, lui, va être amené à envoyer les équipes sur le terrain. Sur l'ensemble du département, ce sont 3420 km de routes qui sont couvertes par les équipes départementales. 300 agents sont mobilisés et 10 500 tonnes de sel sont déjà stockées pour l'hiver. Si les phénomènes restent limités dans l'espace et dans le temps, l'ensemble des routes sera rapidement dégagé, mais si la neige persiste et touche une large portion du territoire, 4 niveaux de priorité ont été établis et les équipes commenceront par les axes de niveau 1. Les routes départementales et l'intervention du département se déroulent à 4 niveaux différents. Vous avez les routes prioritaires, celles notamment qui sont déjà les plus fréquentées, donc les routes à grande circulation. Il y a un autre élément auquel on tient absolument compte, c'est qu'il faut que chaque commune du département du Bas-Rhin ait au moins une chaussée qui est dégagée pour pouvoir accéder à la commune. En tout cas, à Saverne, on est prêt. Les équipes attendent même ce moment depuis l'hiver dernier. C'est un peu notre cœur de métier. Les agents attendent ça avec impatience. C'est un peu rouler la nuit sur de la neige quand tout est silencieux. C'est lunaire, dirais-je presque, mais c'est assez fantastique. Après, c'est vrai que dans la journée, il y a la fatigue arrive, parce que la conduite en camion, ce n'est pas une conduite en voiture. Personne n'a salé, ils doivent traiter les routes avant nous. Les gars sont sollicités, ils ont la circulation aussi à gérer, la saleuse, la lame, l'intervention elle-même. Donc il y a quand même une montée d'adrénaline. On n'est pas à l'abri que le camion il parte un peu à la dérive. Mais bon, moi, pour ma part, je suis accompagné d'un binôme qui a de l'expérience. Donc à ce moment-là, on anticipe quoi. Donc beaucoup de fatigue, et nous gérons ces fatigues par des temps de repos obligatoires. Donc nous sommes soumis au code du travail, même européen, donc nous gérons les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Si le conseil départemental vous assure des routes dégagées dans la journée, en hiver, la première sécurité pour les automobilistes, ce sont les conducteurs eux-mêmes. Il n'est jamais inutile de rappeler quelques conseils de prudence et bonnes pratiques à adopter avec la chute des températures. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir l'état ou la météo déjà 2-3 jours par avance. Donc ceux qui sont obligés de partir de bonne heure pour aller travailler ou même pour d'autres déplacements, je crois que la première des précautions, c'est de regarder la météo, ça c'est une chose. Et ensuite, bien en amont aussi, il faut équiper le véhicule en pneus neige. Je crois que chez nous, dans notre département, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et puis après, quand on sait qu'il va neiger le lendemain, qu'il faut être à telle et telle heure à un endroit quelconque, soit pour le travail, soit pour autre chose, on se lève peut-être un peu plus tôt, on part plus tôt, et puis il faut adapter la conduite évidemment à l'état de la chaussée. Un conducteur informé en vaut deux. L'ensemble des données recueillies sur le terrain par les équipes techniques sont remontées à Strasbourg qui centralise l'information. Pour y avoir accès, les sites internet du département et le bulletin matinal de France Bleu. À partir de 5h du matin, premièrement aux différents médias, mais aussi sur le site du département, à savoir www.barhinfr.fr, et également sur le site Inforoute, qui sont des sites qui sont régulièrement alimentés par les services du département, en fonction aussi des autres structures. Et donc il y a également une information donnée sur des panneaux électroniques qui sont situés au pied des cols, pour que les usagers sachent quel est l'état notamment des routes vosgiennes, enfin des routes dans le massif. Donc ça aussi pour être averti et prévenu notamment par rapport à l'état de ces chaussées. Ainsi cet hiver vous pourrez rouler tranquille, mais n'oubliez pas, la prudence sur la route c'est toute l'année, alors levez le pied.